Bonjour, bon matin. Content d'être ici ce matin. Je vais commencer rapidement par me présenter. Donc, mon nom est Sam Harper. Je travaille comme journaliste. Je fais principalement de l'enquête pour un média indépendant qui s'appelle Pivot. Je travaille sur toutes sortes de sujets, environnement, magouille municipale, toutes sortes de choses différentes. J'ai aussi cofondé Cybercitoyen. On a un balado qui fait principalement de la sensibilisation à la cybersécurité. Puis dans mes temps libres, c'est avec ce chapeau-là que dans mes temps libres, je fais des trucs sur la fraude. C'est un peu un sujet qui m'intéresse. Donc, il y a des gens dans leur jeunesse qui font des erreurs, qui tombent dans la drogue. Moi, j'ai été faire un cours en médecine. J'ai fait médecin de famille pendant 10 ans pour réaliser à un moment donné que j'avais besoin de faire autre chose. Fait que je suis retourné au cégep. J'ai fait un DEC technique en informatique. Euh, et par divers chemins tortueux, je me suis retrouvé à faire du journalisme et à m'intéresser à la cybersécurité. Donc, si vous voulez me poser des questions plus tard, vous pouvez me rejoindre à sharpercybercitoyen.org. Donc, c'est quoi la fraude à l'investissement? Premièrement, c'est un gros problème. Le dernier rapport là, du Centre canadien antifraude disait qu'en 2022, il y en avait 2 fois plus qu'en 2021 et tout porte à croire que ça n'a pas diminué en 2023 puis en 2024. À ce moment-là, on parlait de pertes signalées de 309 millions de dollars. Ça, c'est pour le Canada seulement, puis juste pour la fraude à l'investissement. Il y a plusieurs stratagèmes. Ce qu'on voit le plus souvent en ce moment, c'est aussi appelé le pig butchering. Fait que c'est souvent la porte d'entrée, ça va être une forme de fraude amoureuse. Donc, on contacte notre victime sur les réseaux sociaux, on développe un lien, une relation, puis après ça, on lui dit « Mon amour, tu ne peux pas manquer cette opportunité-là, il faut que tu mettes de l'argent là-dedans. » On siphonne la victime le plus possible, puis après ça, on disparaît une fois qu'on a égorgé le cochon. Euh, Ce qui est quand même impressionnant là-dedans, il y a plusieurs médias qui ont rapporté les liens, par exemple, entre certains réseaux internationaux de trafic humain et ces formes de fraude-là. Beaucoup durant la pandémie, certains casinos avaient plus de clients dans certaines régions là, de la Birmanie ou le Myanmar. Mais donc, ils ont dû changer leur modèle d'affaires. Et donc, leur nouveau modèle d'affaires, ça a été d'importer de la main-d'œuvre non volontaire pour faire ce genre de fraude-là. Celle dont on va parler aujourd'hui est un peu différente. C'est une autre façon de faire ça. C'est ce qu'on appelle les salles de chaufferie. Donc, l'idée, c'est de réussir à obtenir le numéro de téléphone de ta victime. Puis après ça, tu as un gentil investisseur, un gentil conseiller financier qui va t'appeler pour t'encourager là, à investir et faire beaucoup, beaucoup d'argent. Fait que le scénario classique. On était tombé là-dessus parce que ma collègue Catherine m'avait dit « Hey, t'as-tu vu ça? Il y a une fraude avec Normand Brathwaite là, qui fait le tour là, de Facebook en ce moment. » Fait qu'on a commencé à fouiller ça, puis j'avais trouvé ça très drôle parce qu'en fouillant un peu, je suis rapidement tombé sur Françoise David, qui était l'ancienne chef de Québec solidaire. Puis pour ceux qui connaissent Québec solidaire, Françoise David qui vend des bitcoins, c'est quand même très drôle. Donc, si vous regardez en ce moment, c'est très drôle parce que Normand Brathwaite, il est comme plus vraiment là. Puis là, c'est Pierre Poilievre qui est comme partout sur Facebook. Une des choses que vous allez voir, c'est, je ne sais pas pourquoi, ils prennent la photo, mais ils leur rajoutent des yeux au beurre noir. Je ne sais pas pourquoi. Il est tellement heureux d'avoir fait tellement d'argent que quelqu'un l'a frappé. Je ne sais pas trop pourquoi, mais en tout cas. Fait que souvent, c'est un titre un peu catastrophique. Il a dévoilé un secret, il a payé le prix ultime pour cela. Il y a quelques semaines, quelques mois, c'était Guillaume Lepage qui était partout, fait que ça change souvent. Puis ça va changer selon le lieu géographique que les fraudeurs ciblent. Donc ici, ils vont utiliser des célébrités qu'on connaît au Québec. Puis si on est en France, ben, ça va être des gens de la France. Donc là, les deux d'avant, comme vous avez vu, un, c'était des pubs Facebook, l'autre, c'était des pages sur Medium. C'est deux façons, par exemple, qu'on va rentrer en contact avec cette fraude-là. Si je prends la pub sur Facebook, ben là, je clique là-dessus, puis là, je suis redirigé sur un article qui ressemble souvent à un article d'un média connu. Comme ici, on a un article d'une journaliste, c'est une vraie journaliste là, de CBC, mais ce n'est pas sur le site de la CBC, bien sûr. Et là, on a une entrevue, puis c'est souvent la même entrevue, c'est le même texte. D'une fois à l'autre, là, vous avez tout le temps la même affaire. Il est en entrevue, la caméra a spoté son téléphone, il y avait un lien que le gouvernement cherche à vous cacher, parce que si tout le monde est riche, personne ne va travailler. En gros, c'est ça le message qui est là-dedans. Une fois qu'on a cette publicité-là, souvent il y a des liens dans ces pages-là vers une autre page, qui est un peu la page de vente. Fait que là, il y en a des tonnes de ces pages-là
où on va à ce moment-là, là c'est Bill Elamonium App. À un moment donné, il était tout sur des variations sur Immediate AI, Immediate Quantum AI, Immediate quelque chose. Donc, à ce moment-là, ça nous explique c'est quoi cette application-là, comment elle est vraiment, vraiment, vraiment. Tu sais, celle-là, c'est pas une fraude. Des fois, tu as une partie de l'article qui est écrite nous ne sommes pas une fraude, alors que ceux-là sont des fraudes, mais c'est tous les mêmes gens derrière. Puis, l'objectif final, c'est le petit formulaire que vous voyez là, où on met son nom, son adresse courriel et un numéro de téléphone, puis on fait Enter. Avant d'aller plus loin, si jamais vous faites ça, mettez pas votre numéro de téléphone. OK? La première fois, je l'ai fait avec un numéro MySudo, qui est un service où on peut s'acheter un numéro de téléphone pour pas cher. Disons que j'ai dû effacer ce numéro-là après pas très longtemps parce que je recevais 30, 40 appels par jour. À un moment donné, après un mois, il s'était calmé, puis c'était juste comme 10 par jour à peu près au moment où il fallait que j'aille chercher mon garçon à l'arrêt d'autobus. Fait que c'était bon, là, ça me rappelait qu'il fallait que j'aille le chercher. Quand on rentre après ça, si on met des numéros hasard, il faut faire attention aussi parce que si je mets le numéro à quelqu'un d'autre, c'est pas vraiment sympathique pour cette personne-là. Donc, une tactique que j'utilisais, puis vous me direz si ce n'est pas une bonne idée, c'est d'aller regarder des sites qui te permettent, par exemple, d'utiliser un numéro temporaire pour recevoir un texto, puis d'utiliser un numéro comme ça. Mais sinon, MySudo, ça ne coûte pas très cher. Vous faites un numéro de téléphone, puis vous les recyclez. Après ça, on tombe sur un genre de dashboard d'investissement qui a l'air vraiment hot. Il y a tout le temps, les lignes sont tout le temps vers le haut. Il n'y a jamais de lignes qui vont vers le bas. Et puis là, le gentil conseiller financier commence à vous appeler. Les journalistes du Monde ont fait un reportage assez impressionnant où eux, ils sont rendus à parler avec ces conseillers-là. Puis, ce qu'ils ont réalisé, c'est que le dashboard que nous, on voit en remplissant les différents sites web, ce n'est pas le même que le gentil conseiller financier vous envoie. Il vous envoie vers une autre application. Fait qu'il y a comme une séparation, disons, entre la salle de chaufferie et tout le processus un peu de site web avant. Donc, si on résume, là, en gros, il y a des publicités sur les réseaux sociaux, ça c'est une façon. L'autre façon, c'est des techniques de SEO, puis là, ils vont utiliser des pages comme Medium, par exemple, qui souvent apparaissent là, en haut dans les recherches Google. Là-dedans, il y a un lien vers un article qui usurpe l'identité d'un média. On a un formulaire pour obtenir un numéro de téléphone. Le dashboard d'investissement, puis l'appel de gentil conseiller financier, là, qui, lui, est de la salle de chaufferie. Puis la première partie, c'est différents affiliés qui, eux, font une commission pour chaque personne qui réussisse à envoyer. L'investissement minimal, d'habitude, c'est 250 $. Fait qu'ils vous disent, c'est juste 250 $, vous ne perdrez pas grand-chose. Puis... Mais après ça, vous allez voir rapidement, là, c'est malade, là, vous allez en faire de l'argent au début. Ben, de l'argent Monopoly, là, de l'argent d'Internet. Puis, à un moment donné, ben, il va falloir payer plus pour pouvoir faire un retrait et vous avez, puis là, vous dites, ben, j'ai déjà mis 10 000 $, ben, OK, je vais le payer, l'autre 10 000 pour pouvoir récupérer. Puis, à ce moment-là, vous vous êtes pris la main dans l'engrenage. Donc, comment est-ce qu'on fait pour trouver des sites web de vilains? Malheureusement, je vous dirais que c'est trop facile. C'est vraiment un problème. Juste, bon, c'est sûr que maintenant, je suis rendu tagué par Meta comme étant quelqu'un qui a vraiment envie d'investir dans des bitcoins. Donc, le feed, que ce soit Instagram ou Facebook, la page Marketplace, n'importe laquelle, là, il y a des publicités à foison, comme on dit dans les livres. On peut aussi faire une recherche dans les bibliothèques de publicité. Je vais vous montrer après là, comment on peut faire ça. L'autre technique, surtout pour les sites comme Medium, c'est de faire une recherche Google. Fait qu'à ce moment-là, ce qu'on utilisait, par exemple, site2.medium.com pour vraiment cibler ma recherche sur ce nom de domaine-là. Pierre Poilièvre, en ce moment, il y a des élections dans l'air. Il y a beaucoup d'articles de blogueurs. Fait que c'est un peu plus compliqué. Mais si on rajoute investissement, si on rajoute Bitcoin, si on rajoute super rich, à ce moment-là, on va tomber sur les bonnes pages qu'on cherche. À l'époque, quand je faisais site Medium, Norman Brathwaite, il y avait juste les fraudeurs qui parlaient de Norman Brathwaite sur Medium. L'autre truc qui peut être intéressant, les autorités des marchés financiers des différents pays. Le Québec a une page, la France a une page, l'Angleterre, eux, c'est Companies House, je pense qu'ils ont une page, ont des pages de mise en garde pour des entreprises qui ont été condamnées ou déclarées comme faisant de la fraude d'investissement. Puis souvent, tu as les noms de domaine qui sont associés là, à ces fraudeurs-là. Fait que ça peut aussi être
bon point de départ pour aller voir mais comment est-ce que ça fonctionne, c'est quoi les stratagèmes que ces gens-là utilisent. Bibliothèque de publicité. Petit exemple, une journée. Vous faites facebook.com/ads/library, puis là, vous faites une recherche. Là, ici, j'ai fait une recherche pour un nom de domaine que j'avais vu qui était beaucoup utilisé dans ces pubs-là. Donc, à ce moment, en faisant un nom pour ce nom de domaine-là, ben, j'ai trouvé toutes les pubs. On voit ici 3 comptes Facebook, mais il y en avait une bonne gang. Quand vous faites ça, souvent, des fois, ça va apparaître qu'il n'y en a pas. Là oui, là, ils étaient tous ou presque toutes actives, mais il y a un petit bouton qui n'est pas super facile tout le temps à voir. On veut voir toutes les pubs, pas juste celles qui sont actives. Puis souvent, vous allez voir des pubs du passé. On peut faire des recherches pour Norman Brathwaite. On va en trouver aussi. Puis je vous dis tout de suite, là, vous allez trouver vraiment beaucoup de pubs vraiment weird. J'ai vraiment été surpris par les choses qu'on va trouver. Donc, voilà. L'autre chose, quand on trouve une pub, par exemple, je tombe sur un compte qui envoie une pub pour une fraude, je peux aller visiter cette page-là. Dans la section « À propos », il y a un genre de bouton pour la transparence de la page. Ça peut être intéressant parce qu'on peut voir, de quel pays, ou en tout cas de quel pays, on l'a vu à la présentation avant, que il faut le prendre ça avec un gros grain de sel, mais les pays qui accèdent habituellement à l'administration de cette page-là. Puis on peut aussi voir les pubs qui ont en cours, puis en cliquant, on peut voir aussi les pubs qui ont fait par le passé. Donc, on peut voir aussi, est-ce que cette page Facebook-là a participé à différentes campagnes là, différentes là, dans son histoire. Site Medium, Pierre Poilievre, secret. Premier résultat, c'est Pierre Poilievre, Immediate Bitwave Review, Scam or Legit. Si je vous vole le punch, là, c'est un scam. Donc, c'est quoi l'OSINT? On parle de Open Source Intelligence, donc intelligence de source ouverte. En gros, c'est qu'on travaille sur des données qui sont publiques. Donc, à ce moment-là, ce n'est pas du hacking. On n'est pas en train d'essayer d'accéder à des informations qui ne nous sont pas destinées. Donc, on travaille presque avec des données publiques. L'autre chose qui est super importante, c'est d'avoir une question en tête. Malheureusement, des fois, je commence et je n'ai pas de question en tête. Puis là, tu réalises 4 heures plus tard que tu as vu vraiment beaucoup de trucs, mais tu ne sais vraiment plus pourquoi tu es rendu où tu es rendu. Donc, c'est vraiment important d'avoir une question en tête pour que je puisse se rappeler, OK, c'est quoi que j'essaye de trouver, puis pourquoi est-ce que je fais ce que je fais. L'autre chose, puis je ne l'ai pas écrit là, puis c'est peut-être encore plus important, c'est de prendre des notes puis d'enregistrer tout ce que vous faites. Des fois, on commence une enquête, puis on se dit, ben, ça ira peut-être pas nulle part, c'est peut-être pas intéressant. Puis là, quand on réalise que c'est intéressant, ben, le vilain, il a décidé qu'il effaçait son infrastructure, il changeait ses sites web, puis là, ils ne sont plus là. Donc, d'utiliser des outils pour enregistrer tout ce qu'on fait. Il y en a plusieurs. Je ne suis pas commandité, donc si vous voulez des suggestions, on pourra s'en parler après, là, mais je ne les ai pas mis les noms là-dedans. Puis de prendre des notes, puis des notes, puis des notes, et des screenshots. L'autre point que je voulais aborder, c'est les points de pivot, parce que c'est principalement de ça qu'on va parler pour le reste de la présentation. En OSINT, un point de pivot, c'est une information qu'on trouve puis qui nous permet après ça de pivoter, donc de trouver d'autres informations à partir de celle-là. Un exemple, mon adresse courriel, sharper@cybercitoyen.org, c'est une information. Fait que j'ai trouvé une adresse courriel. Ben de là, mes points de pivot, ben le Sharper, donc avant le A commercial, c'est une information sur laquelle je peux pivoter pour essayer de trouver d'autres choses. Est-ce que c'est utilisé comme nom est-ce qu'un nom de domaine, sharper.com.org, blablabla. Est-ce que c'est utilisé comme username? Est-ce que je peux le trouver sur Twitter, sur Facebook, sur TikTok, etc. Il y a aussi l'autre partie. Tu sais, cybercitoyen.org, ce n'est pas Gmail. Fait qu'à ce moment-là, est-ce que c'est un nom de domaine qui est enregistré? Il est enregistré avec quelle adresse courriel? Il est enregistré à quelle date? C'est qui le registraire? Y a-t-il un site web? Etc. Puis, vous pouvez voir que chacun de ces informations-là va vous emmener à pouvoir creuser plus loin. Puis, après ça, ben, la partie, le fun commence. On analyse les données qu'on a recueillies pour essayer de répondre aux questions. Parce que vous vous rappelez, on avait des questions pour faire tout ça. Fait qu'on fait un petit exemple. Puis là, la question que je me posais, c'est, bon, j'ai cette pub-là, puis je me demandais, c'est quoi l'étendue de l'infrastructure de cet affilié? Qu'est-ce qu'il utilise là, comme ressource là, pour appâter là, ses victimes? Puis, est-ce que je suis capable de savoir c'est qui? Donc, ici, petit exemple, ici un shout-out parce que c'est un outil gratuit qui est merveilleux, osintracker.com. Vous pouvez faire des graphiques avec ça, c'est magique. Moi,
j'adore faire des graphiques, là, des petits ronds avec des flèches. Là, c'est probablement ce qui me rend le plus heureux dans la vie. Donc, Medium, j'avais un article. Il m'a envoyé un lien vers un nom de domaine qui est imprononçable, mais qu'on va appeler Snibbletruck là, pour le besoin de la présentation. Snibbletruck, lui, il te redirige tout de suite. Tu n'es jamais très longtemps sur Snibbletruck, puis il t'envoie à bestmoneydealdaily.com. Un nom de domaine comme ça, tu le sais déjà que c'est une bonne affaire. C'est le Best Money Deal Daily, tu le sais. Je remplis le formulaire, je mets mon numéro de téléphone, puis là, je t'ai envoyé sur la page de client.atradeglobal.com. Fait que ça, c'était le flow pour l'arnaque qui utilisait Norman Brathwaite, Madame David. Fait que là, quand on veut pivoter sur un site web, j'aime ça le penser, puis tu sais, c'est un peu comme les couches ici, c'est un peu philosophique, là. Mais tu sais, j'essaie de voir, mais qu'est-ce que je peux trouver dans le contenu, qu'est-ce que je peux trouver dans le contenant, puis qu'est-ce que je peux trouver dans l'infrastructure de ce site web-là. Fait que le contenu, je vous dirais tout de suite que dans les fraudes à l'investissement, c'est comme un peu moins utile parce que ils ne mettent pas des informations de vraies entreprises. C'est pas c'est la photo de Jean-Claude qui dit qu'il est vraiment heureux. C'est une photo stock qu'ils ont pris ailleurs. Il y a pas Jean-Claude, il ne sait pas qu'il vend des bitcoins. Donc, mais des fois, l'année dernière, on avait parlé d'une situation que là, c'était des vraies entreprises qui sont enregistrées, qui ont des actionnaires que tu peux retrouver, c'est le grand mot, là, mais en tout cas, que tu peux savoir leur nom. Donc, des fois, tu peux trouver des adresses courriel, des adresses physiques, des numéros de téléphone, des noms d'entreprise, les noms de dirigeants, les noms des employés, des images. Les images, c'est intéressant parce que tu peux souvent voir, mais cette image-là, est-ce qu'elle a été utilisée ailleurs? Est-ce que je peux faire une recherche inversée pour les images? Sur des sites web comme ça qui sont faits par les personnes, les données EXIF, souvent, les gens ont oublié de les effacer, fait qu'on peut savoir mais à quelle date est-ce qu'elle a été créée. C'était vraiment chanceux, tu as des coordonnées GPS, mais ça, malheureusement, ça ne m'est pas encore arrivé, en tout cas pas récemment. Puis les détails de pistage d'un lien, qui sont peut-être celles à cheval entre le contenu et le contenant. Donc, dans l'exemple ici, j'ai commencé juste par voir, comme c'était un texte qui semblait un peu générique, c'est de faire une recherche in-text 2 points sur Google, entre guillemets, une des phrases là, qui ne mentionnait pas Pierre Poilievre ou qui ne mentionnait pas le personnage, mais qui parlait de, I get that because I thought the same thing when a trusted friend told me, blablabla. Puis là, j'ai trouvé plein de sites et de lieux qui utilisaient ce texte-là. Puis ça m'a permis de trouver des publications sur blogspot.com qui utilisaient le même texte, le même stratagème. Dans le contenant, c'est de voir c'est quoi le CMS, donc le Content Management System. Par exemple, WordPress, c'est un des plus connus. Et notre ami ici utilisait beaucoup WordPress d'ailleurs. S'il utilise WordPress, c'est quoi les plugins qui sont utilisés? Les codes de tracking, Google Tags, ça c'est vraiment très, très le fun quand il y en a dans une page. Est-ce que ce site web-là communique avec des API puis ça peut nous renseigner? Est-ce qu'il y a des commentaires dans le code source? Dans l'enquête du journaliste Le Monde et dans les pubs, la première, celle avec Pierre Poilievre, avec l'œil au beurre noir, quand on suit cette track-là, j'ai frappé un mur sur la destination finale, mais il y a du code, les commentaires sont tous en cyrillique. Fait que là, ça nous indique quand même que c'est des gens à la base russophones qui, en tout cas, le code a été écrit par des gens qui parlent russe. Donc, ici, dans bestmoneydaily.com, il y avait un code Google Tag. Ça, c'est magique. Ça, tu es vraiment heureux quand tu trouves ça. Donc, à ce moment-là, tu fais une recherche inversée pour voir est-ce qu'il y a d'autres sites web qui utilisent le même. Les gens qui ont un bon OPSEC, qui ont une bonne sécurité opérationnelle, ils ne réutilisent pas le même Google Tag sur plusieurs sites. Mais c'est un peu tannant parce que c'est bien plus le fun de pouvoir gérer tous tes sites sur le même dashboard. Fait qu'à ce moment-là, c'est pour ça qu'on va le réutiliser. Puis ça m'a permis de trouver 2 autres noms de domaine ou 2 autres sites web qui utilisaient le même code. Il y a aussi en bas, puis là, je m'excuse, je ne les vois pas là, il y avait aussi un appel à un API, puis on va en parler après
de cette API-là parce que ce site web-là, Best Money Deal Daily, faisait un call à une API spécifique. L'autre partie, c'est l'infrastructure. Fait que c'est quoi l'adresse IP où est hébergé ce site web-là? C'est qui l'hébergeur? L'Autonomous System, donc c'est quelle organisation qui gère là, ce bloc d'adresse IP. Souvent, on peut avoir une idée dans quel pays. Dans ceux-là, souvent, c'est justement soit du bulletproof hosting, on va voir, donc des fournisseurs de services web qui ne répondent pas vraiment aux demandes de takedown. Là-dessus, on travaille avec une organisation qui s'appelait Curium. Puis quand j'avais écrit au gars pour dire, je sais pas, il y en a beaucoup en Hollande. Puis lui, sa seule réponse, c'était c'est tous des pirates en Hollande. Fait que je ne sais pas pourquoi, mais c'est ça. Donc, c'est qui le registraire? Les informations Whois, ça, c'est hit and miss. Des fois, si ça a été enregistré avant l'arrivée du GDPR, puis qu'on a encore l'information, ça peut être le fun. Puis, j'ai mis les comptes Meta, Medium, les autres dans l'infrastructure, mais c'est plus comme l'infrastructure là, pour promouvoir la chose. Dans ce cas-là, ben, on avait une adresse IP pour SnibbleTruck qui nous a permis de trouver tous ces autres noms de domaines-là. Puis là, il y en avait plusieurs qui étaient un peu la même chose. C'est Official Platform. Vous savez que ça, c'est Best Money Deal Daily. Fait que, on avait Official Site Platform, on l'avait déjà. Donc, on avait plusieurs autres adresses IP. Ce qui était intéressant là-dedans, il y en avait un, c'était devself.xyz. Puis celui-là, il y avait à peu près 8 ou 9 copies de sites web avec un peu la même chose, les genres d'applications d'investissement. Donc, c'était un peu son site là, de test qu'on pouvait voir. Newsbee.com aussi avait plusieurs sites de tests là, qui se préparaient. Donc, à ce moment-là, ça nous permet quand même d'avoir d'autres points sur lesquels on peut pivoter. Voilà. Là, ce qui est le fun, c'est que quand tu regardes chacun de ces noms de domaines-là, des fois, tu es heureux parce que tu trouves des choses. Par exemple, le nom de domaine, excusez-moi, newsbee avec 2b.com avait été enregistré par une adresse Gmail qu'on pouvait retrouver. Puis ça, en faisant après ça une recherche pour voir, avec cette adresse email, est-ce qu'il y a d'autres noms de domaine qui ont été enregistrés? J'en ai trouvé 2 autres, donc newsahmed.com et onlineforextrading.com. Puis ce qui était le fun dans newsahmed.com, c'est que c'était ce genre de blog de nouvelles sportives, tout écrit en arabe. Mon arabe n'est pas super bon, donc j'ai utilisé Google Translate, puis en traduisant les titres, j'ai pu trouver que finalement, c'était des traductions du Guardian. Le gars, il faisait juste prendre des articles du Guardian, il les traduisait en arabe, puis il les mettait sur son blog. Il y avait un autre adresse courriel, ad@gmail.com, qui était associé dans les données Whois comme un deuxième courriel. Donc, je me suis dit, OK, on va voir ce qu'on peut trouver avec tout ça. Donc, Marc, 11@gmail.com, a donné 2 avis sur Google. 2 hôtels, 4 et 5 étoiles, en Égypte. Ça datait de juste avant la pandémie, 2019-2020 à peu près, mais cette adresse Gmail-là est encore active aujourd'hui. Comme elle avait... ça, c'est grâce à OSINT Industries, un outil quand même assez épeurant, si on aime la vie privée, mais qui permet de savoir la dernière fois, par exemple, que l'adresse courriel a comme contacté Gmail. Pas Gmail, mais son utile contre Google. L'autre, à gmail.com, je ne sais pas si ça existe, il y a un record Guinness là, de breach, là, mais il est clairement comme en liste pour l'avoir. C'est hallucinant. Vous voyez là une petite capture d'écran de Have I Been Pwned. 187 data breaches, 221 pastes sur Pastebin. C'est malade, là. Je veux dire, il n'y a pas... Écoute, il y avait des comptes que j'avais jamais entendu parler, que le gars avait ouvert avec ce courriel-là, puis qui était breaché. Fait que je ne sais pas. Je me demande si ce n'est pas juste une adresse courriel que les gens écrivent un peu bidon, puis comme moi, j'écris test@gmail.com ou test@test.com. Fait que je ne sais pas si c'est vraiment la personne, mais c'était comme, ça avait l'air d'être une adresse comme elle a arrêté d'être utilisée quand l'autre a commencé à être utilisée. Fait que j'ai l'impression qu'il avait 14-15 ans, il était vraiment fougueux, il a ouvert des comptes partout avec des mots de passe horribles, puis il s'est fait breacher partout. Je ne sais pas.
Donc, voilà où nous sommes arrivés avec ça. Là, on a parlé beaucoup d'adresses IP, puis malheureusement, il y en a beaucoup qui sont un peu timides. Ils ne veulent pas qu'on sache c'est quoi l'adresse IP de leur site web. Quand j'étais allé la première fois, Best Money Deal Daily était derrière un service là, de CDN, fait qu'on n'avait pas la véritable adresse IP. Donc, la plupart vont utiliser Cloudflare, Sucuri, c'est ceux que je vois le plus, Akamai, en tout cas, il y en a d'autres. Donc, c'est sûr que c'est des services qui peuvent être utiles. Plein de sites web utilisent ces services-là. Puis, les vilains les utilisent aussi parce que ça permet là, de masquer leur adresse IP véritable. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on est confronté à ça? La manière la plus simple, c'est de vérifier l'historique de cette adresse IP-là. Parce que souvent, les gens vont setuper leur site web, puis après se dire ah, ce serait brillant que je me mette derrière Cloudflare, par exemple. Puis là, ils oublient que, une fois, l'Internet ne t'oublie jamais. Donc, si ton site web a déjà été spoté par quelqu'un, on va le retrouver. Security Trails, vous ouvrez un compte gratuit, là, il vous permet de faire des recherches là, historiques. Et dans ceux dont on parle, c'est intéressant, souvent ils vont alterner. Tu les vois Cloudflare, pas Cloudflare, Cloudflare, pas Cloudflare. Ils reviennent à leur adresse IP originale. L'autre chose, c'est les sous-domaines. Je n'ai pas vraiment compris la logique. Peut-être c'est un oubli, mais par exemple, API.blablabla va être derrière Cloudflare, mais www.blablabla ne le sera pas. Je ne sais pas. Donc, des fois, de vérifier les records, les enregistrements DNS pour les sous-domaines va nous aider. Certains articles de blog de certains chercheurs ont parlé d'utiliser les certificats. Honnêtement, je pense que c'est moins vrai maintenant parce que ton certificat avec des services comme Let's Encrypt, c'est beaucoup plus facile, mais on peut utiliser la signature unique qu'on a trouvée sur, par exemple, crt.sh, puis là, faire une recherche. Est-ce qu'il y aurait d'autres sites web? Parce que, par exemple, la personne a setupé 2 sites web avec le même certificat. Il y en a un qui est caché, puis l'autre pas. C'est une long shot, mais écoutez, des fois, on est désespéré. Les Content Security Policy, les autres Security Headers, des fois aussi peuvent nous donner des informations. Par exemple, dans Content Security Policy, des fois, il va dire, écoute, ce site web-là, j'y fais confiance, on peut prendre du contenu de celui-là. Des fois, ça peut nous permettre de relier là, des sites web entre eux de cette façon-là. La petite image là, sur le, tu sais, quand tu as 58 tables d'ouvert dans Chrome, la petite image qui est en haut, Shodan a enregistré les hashes de tous ces favicons-là. Fait qu'on peut, s'il y a un favicon unique ou en tout cas original, on peut voir ce qu'il y a d'autres sites web qui l'utilisent aussi. Puis ça peut permettre de voir, OK, celui-là a une adresse IP qui n'est pas cachée. Puis à ce moment-là, on peut utiliser des outils comme curl, par exemple, pour juste demander à l'adresse IP, est-ce que tu as cet autre site web-là? Je n'ai pas écrit la commande, mais une petite recherche Google, là, vous dites, je veux ce nom de domaine-là, mais à cette adresse IP-là, pas à l'adresse IP que le DNS qui vont dire. Il y en a d'autres, mais là, c'est plus de l'OSINT, que je vais passer très rapidement. Si c'est un site web WordPress et que le fichier XML rpc.php répond, genre vous faites bestmoneydealdaily.com/xml rpc.php, puis ça dit « je n'accepte que des méthodes POST », vous dites « ah, peut-être », parce qu'on peut lui envoyer un message avec la méthode pingback.ping, puis là, ça se peut qu'il te réponde avec la vraie adresse IP. Certains des dashboards te demandaient gentiment de uploader ton passeport, d'uploader ta carte d'assurance sociale. Je ne l'ai pas faite. Je suis sûr que ce n'était pas mal intentionné, mais peut-être qu'on peut, si on a ce fichier-là sur un serveur qu'on contrôle, voir l'adresse IP. En tout cas, il y aurait peut-être quelque chose à faire là, mais comme je vous dis, c'est plus de l'OSINT, donc voilà. Donc, les liens des articles sur Medium. On a déjà parlé de SnibbleTruck, qui nous envoyait là, vers les sites qu'on a parlé. Il y en avait d'autres. Puis là, j'en ai trouvé vraiment beaucoup qui ont un lien qu'à ce moment-là, au lieu d'aller vers SnibbleTruck, c'est vers tracking.afid411yel.com avec une série de chiffres et de lettres qui suivent. Les liens sur blogger.com, qu'on a trouvé au début là, en faisant une recherche avec le texte, eux autres s'en vont vers shortxlink.com avec des informations après. Fait que là, je me dis, bon, j'ai quelques pivots possibles. J'ai le SnibbleTruck là, que je connais déjà, qu'on a déjà regardé pas mal. Shortxlink.com, c'est un nouveau. Puis là, AFID
un Yel. Je me dis, ben ça ressemble à du marketing d'affiliation. Puis je pense que l'idée de cet affilié-là, c'est 4712. On va parler de c'est quoi le marketing d'affiliation dans une seconde. Vous allez voir c'est quoi la pertinence de ça. SnibbleTruck, quand on l'avait regardé la première fois, était à une adresse IP. Puis là, il a déménagé au 109 205 212 14, une adresse bien connue. Et ShortXLink est rendu lui aussi au 109 205 212 14. Ça, c'est quand j'ai regardé la dernière fois. Aujourd'hui, c'est peut-être autre chose. Ces gens-là ont tendance à déménager de temps en temps. Donc, dans le centre, en rouge, vous avez SnibbleTruck. On a en haut à gauche l'ancienne adresse IP avec les noms de domaine qu'on avait trouvés. Puis en bas à droite, mais là, j'ai d'autres. La nouvelle adresse IP. Donc, je vois que SnibbleTruck, ShortXLink sont au même endroit. Puis, j'ai d'autres qui se retrouvent là. The Official Web Platform. J'ai un autre, c'est imprononçable. Truc, là. En tout cas, je ne sais pas. C'est un autre site web. Donc, il y en avait plusieurs à ce moment-là sur la nouvelle adresse IP. Ce qui est intéressant, je vous ai parlé des content, des security headers. The Official Web Platform disait « Hey, Best Money Deal Daily, ça c'est un site cool, il est sécuritaire, on peut recevoir de l'information de celui-là aussi. » L'article sur Medium, si je clique sur le tracking, je m'en vais sur immediatebitwavecom.crypto, bitwavecom avec des tirets, .cryptomarketworld.com. Là, j'ai un sous-domaine qui ressemble à un nom de site web avec cryptomarketworld.com. Puis quand je regarde ce site web-là, je vois que finalement, il va chercher ces informations du nom de domaine theimmediatebitwave.com. Sur, si vous rentrez, là, le premier, il n'y a rien qui affiche. Là, Crypto Market World, même, il n'y a pas de record DNS-A pour ce nom de domaine-là. Là aussi, comme je vous disais tantôt, il y avait une partie API, les sous-domaines API et statiques sont cachés derrière Cloudflare. Le mail, il s'en va ailleurs, mais l'adresse IP principale a une autre adresse. Security Trails me dit qu'à cette adresse-là, j'ai 2185 résultats de site web. Il y a 2185 hosts là, sur ce site-là. Puis Crypto Market World n'a pas de site web, mais il y a 4567 sous-domaines. Ça fait quand même du monde. Excusez-moi. OK, c'est ça. Donc, j'ai commencé à faire le graphique là, des deux. Et jusqu'à présent, il n'y a pas de lien qu'on peut trouver entre ces deux réseaux-là. Les deux utilisent Medium. Les deux font des liens vers différents sites web, utilisent le même stratagème, mais on n'est pas capable de trouver, en tout cas à date, soit d'IP commune entre les deux, d'utilisation du même nom de domaine entre les deux et tout ça. On a comme deux silos, disons, ici. Qu'est-ce qu'on sait? On sait qu'il y a un affilié, soit c'est un affilié qui a modifié son modus operandi après l'article de Curium Cybercitoyen. C'est possible, ça se peut. Tu sais, notre monsieur qui va dans les hôtels en Égypte, ses sites étaient principalement comme 100% faits avec WordPress. Le nouveau, c'est un peu plus aléatoire. Il y a du WordPress, mais là, il y a un nouveau CMS là, qui commence à être utilisé. Je me dis, c'est peut-être le même qui a changé sa façon de travailler. L'autre chose qui me semble peut-être plus probable, c'est que c'est deux affiliés, mais qui utilisent à peu près la même stratégie. On sait que l'affilié qui est derrière SnibbleTruck est très probablement situé en Égypte, ou en tout cas dans un pays limitrophe. Puis il y a bien sûr des tonnes d'autres affiliés. Donc, vous vous demandez comme probablement, si je veux être affilié, là, puis que je réfère des gens à ces salles de chaufferie-là, comment est-ce que je vais être payé? Et c'est une excellente question, parce que vous ne voulez pas faire ça bénévolement, et je pense que M. SnibbleTruck non plus ne fait pas ça bénévolement. Donc, le lien entre l'affilié et la salle de chaufferie est en général géré par ce qu'on appelle des compagnies de marketing d'affiliation. Le marketing d'affiliation, en gros, c'est une façon de déterminer la commission qu'on doit payer pour chaque client qui est référé à la salle de chaufferie. Ces compagnies-là sont des compagnies avec une activité légitime. Je mets des guillemets là, sur légitime, mais par exemple, je veux vendre des souliers, je fais affaire avec des influenceurs qui vont faire des adresses, des vidéos TikTok pour dire que mes souliers, c'est les meilleurs souliers. Puis si je clique sur le lien que cet influenceur-là va avoir mis,
ben, le marchand de souliers, il sait, OK, c'est Sam Harper qui a vendu ce soulier-là. Je vous ai parlé tantôt du point de pivot dans le fichier. On avait un fichier qui appelait, c'était API V1 intégration SDK.js. Mon collègue de Curium avait réussi à trouver dans une vidéo d'une compagnie de marketing d'affiliation qui montrait sa documentation sur du papier, avait filmé comme sa doc sur papier. Tu voyais ce lien-là, fait qu'on savait que c'était cette compagnie-là. Et en regardant, parce que les noms de domaine récents, c'était impossible de trouver des informations sur qui était derrière. Mais si on regardait des vieux, parce que l'Internet n'oublie jamais, des vieux calls à cette API-là, ben, le endpoint, ben, c'était roicollective.com, qui est une compagnie de marketing d'affiliation. J'ai contacté la compagnie de marketing d'affiliation. Ils nous ont dit, on n'a rien à voir avec ça. Si des méchants utilisent nos services, on va les bannir. Mais dans leur vidéo promotionnelle, ils disent, nous avons visibilité complète sur ce que tout le monde fait du point A au point B. Fait que je ne sais pas. Est-ce que c'est dans leur marketing qui mentent? Est-ce que c'est dans leur communication aux médias qui mentent? C'est à eux qu'il faut demander ça. Donc, ça a permis, cet affilié, SnibbleTruck, à ce moment-là, utilisait 3 compagnies de marketing d'affiliation différentes selon les mois quand est-ce qu'ils avaient été observés. Puis le plus récent, on a affid411il.com, qui est encore un peu mystérieux pour moi en date d'aujourd'hui. Si vous voulez en savoir plus sur la shameless plug rapide, premier article où j'avais commencé à me demander c'est quoi cette histoire-là avec Norman Brathwaite sur notre Substack. Ensuite, cet article-là a fait en sorte que Curium nous a contactés pour dire hey, nous autres aussi, on travaille sur SnibbleTruck, est-ce que tu veux nous aider? Fait qu'à ce moment-là, la deuxième partie, c'est le marketing d'affiliation de la honte. Puis, dans notre balado, on a aussi fait une entrevue avec Stéphanie Blanchet de NameShield qui a fait un travail de fou sur ça. Elle a réussi à trouver des kits qui te permettent de fabriquer la page qui ressemble à un média, qui est comme un genre de kit automatisé là, pour pouvoir déployer ce stratagème de façon simple et efficace. Donc, je vais voir le temps. Je pense que ça va. Hein? Okay. En conclusion, il reste comme vraiment beaucoup de travail à faire. On a effleuré l'infrastructure d'un seul, puis peut-être 2 affiliés. Puis, je pense que le message final, puis ce que je voulais vous laisser aujourd'hui, c'est que j'aime beaucoup le Cyber Threat Intelligence, puis tout ça, c'est tout le temps très le fun de lire ces rapports-là, puis tout ça. Puis on sait qu'il y a beaucoup de recherches, beaucoup d'études qui sont faites sur par les équipes de CTI à temps plein sur les APT, sur les gros joueurs. Si on parle de Scattered Spider, Unk, blablabla, Fancy Bear, tout ça, on a beaucoup d'informations, on connaît leurs activités, on sait comment ils travaillent, mais c'est vraiment beaucoup moins le cas pour les gens qui s'attaquent aux individus. Puis c'est la même affaire. Quand on regarde les entreprises de cybersécurité, en général, on défend des entreprises parce que ces gens-là ont de l'argent pour se faire protéger, alors que les individus, ils sont un peu paumés. Puis, en général, les individus qui se font, puis je le comprends, c'est pas rentable de défendre des individus, malheureusement, mais en gros, je pense que ma conclusion, c'est que c'est un appel à l'action. Je pense qu'il faut qu'on fasse quelque chose, pour comme mieux comprendre ces infrastructures-là, développer du CTI sur les réseaux de fraude pour mieux comprendre c'est qui ces affiliés-là, qui travaillent ensemble, est-ce qu'ils changent de campagne d'une fois à l'autre parce qu'ils le font. Je veux dire, un doute sur lequel on avait travaillé il y a à peu près 1 an, je suis retourné voir ces sites web. Dans le temps, ils vendaient des pilules pour la dysfonction érectile puis ils perdent du poids. Puis la dernière fois que j'étais allé voir, j'avais gagné un iPad. Il fallait juste que je clique sur un lien. J'ai pas reçu mon iPad. Donc voilà. Donc en gros, c'est un appel à l'action. J'ai pas vraiment. Parlez-nous, puis parlez-vous. Puis s'il y a des choses qu'on peut faire pour collaborer, puis justement rendre leur vie un peu plus difficile, ça serait le fun. Merci beaucoup.